Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Pallez, PDG donc de la Française des Jeux, la FDJ. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, un petit mot du comportement d'abord des Français. Depuis le début de la crise, ils ont un petit peu moins joué. On parlera après des résultats 2020 qui sont bons et de la résilience du groupe. Mais sur le comportement des Français, leur psychologie, ils ont un peu moins joué parce que quoi? Parce qu'on a fermé des points de vente, parce que le moral n'était pas bon avec le confinement, encore que certains disent qu'on aurait pu avoir envie de rêver un petit peu. Ils ont été empêchés ou il y avait moins d'appétence et moins d'envie? Alors Ou moi, les deux, mon général? plutôt quand même le fait qu'ils ont été empêchés ou disons qu'ils se sont restreints en raison des consignes sanitaires, je pense que c'est pas tellement psychologique, mais clairement ce qu'on a vu pendant la première partie de l'année et surtout évidemment, pendant le premier confinement, c'était le fait que d'abord on ne pouvait pas jouer au paris sportif ou quasiment Oui, pas c'est puisqu'il vrai n'y avait ça. plus d'événements sportifs. Alors que ça, c'est, je crois que c'est 20%, 20% 20% de vos de revenus. notre chiffre d'affaires. Hein. Donc là, il y a donc moins 40% au Ouais. premier semestre, moins 95% pendant les deux mois de confinement. Donc ça, c'est là, je pense qu'on avait des gens qui voulaient jouer. D'ailleurs, ils se sont mis à jouer au second semestre quand on leur a proposé une offre. Sur la loterie, là, on a été plutôt sur le fait que le jeu de loterie, il est souvent associé à un achat de proximité, en fait, dans notre réseau en particulier, qui est donc un très grand réseau de 30 000 points de vente sur On va faire l'ensemble du ses courses, on territoire. achète son pain, on prend un petit Voilà, ticket. on achète aussi son paquet de cigarettes, on achète ses journaux, on achète Le des joueur, petits. il est fumeur. En Il y a, par- il y a les stats là-dessus. Alors, j'ai pas de stats là-dessus. De toute façon, il y a moins de fumeurs et comme notre chiffre d'affaires quand même continue à augmenter, Donc ça veut dire qu'il n'y a je pas une pense corrélation. il n'y a pas une corrélation. Il y a une corrélation avec l'achat dans un point de vente de proximité qui fait partie de ses habitudes de vie, de trajet. Donc on y va sur son trajet pour aller travailler, ou on y va le dimanche pour faire ses courses. Et donc effectivement, quand on vous dit ne sortez pas de chez vous, sauf pour des achats essentiels, on a une baisse du trafic dans nos points de vente, et y compris sur notre activité, et un peu de report en ligne, même pas mal pendant le premier confinement, on y reviendra sûrement. Donc moi je ne pense pas que ça dénote une baisse de morale, je pense que ça dénote le fait que les gens n'étaient pas dans des conditions de vie normale et auxquelles d'ailleurs ils aspirent à revenir évidemment. Et en temps de crise, on a besoin de rêver quelque part. Je ne sais pas, historiquement, au-delà de cette crise sanitaire, il y a cette envie de jouer pour se dire, avec le Non. chômage, voilà, mais non, il n'y a pas de... Non. Alors nous, on est une entreprise acyclique. On l'a dit beaucoup, pendant l'IPO. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'a été l'histoire de l'entreprise, on n'a jamais trouvé de corrélation dans un sens ou dans l'autre avec le cycle économique. Donc les gens ne jouent pas plus quand ça va bien, ils ne jouent pas plus quand ça va mal. Donc c'est vraiment une entreprise qui est encore une fois plus liée au marketing, aux habitudes de vie, à l'innovation, évidemment, aux produits, mais comme en fait on est sur une activité qui est quand même une faible part d'un budget loisir des Français, qui lui-même n'est qu'une faible part de leur budget, on est assez peu sensible au contexte économique et au moral. Donc Voilà. le rebond des mises, il a été constaté au second semestre, bien sûr, sur fond de retour des compétitions sportives, et ça on l'a bien compris. Oui. Donc au global, sur 2020, les mises ont baissé, mais pas pour le loto, alors, si je me trompe, hein, pas pour C'est le vrai. loto et pas pour l'euro million, qui pour le coup ont traversé la crise sanitaire, mais tranquillement, puisque les mises sont en croissance de 6%. Non mais on se dit, c'est le produit phare, quoi. Alors, c'est un peu, je pense que c'est un peu le produit phare, c'est le produit des origines de la Française des Jeux, hein, c'est comme la loterie, c'est pas un hasard total, donc c'est effectivement notre socle historique. C'est aussi, c'est des jeux aussi qui sont justement très résilients en termes d'habitudes. Ils font partie des habitudes du quotidien. Ils font partie du rêve aussi, effectivement. Et heureusement, on rêve en crise ou pendant la crise ou hors crise, on rêve. Et surtout, ils se digitalisent très très bien aussi. Donc c'est des jeux sur lesquels, quand on veut jouer, c'est très facile d'aller sur le site de la Française des Jeux. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup pendant cette année. Donc en particulier pendant le premier confinement, on a eu pratiquement, pendant les 2 mois du premier confinement, on a eu 100% d'accroissement de la loterie en ligne. Ouais. Et ça s'est fait beaucoup pour aller jouer à ces grands jeux de tirage où effectivement, comme ce soir, on se dit je veux vraiment jouer avant le tirage de ce soir, 200 millions, 210 millions.
210 millions. Donc, il y a des jeux qui ont surfé sur la crise. Il y a ceux qui ont pâti de la crise. Alors, je ne suis pas un expert, mais j'ai vu qu'effectivement, le jeu Amigo, puisqu'il faut rester sur le point de vente, apparemment, une fois qu'on a acheté son ticket, évidemment, le jeu n'avait plus de... Voilà, donc effectivement, on a des jeux qui sont beaucoup plus liés au contexte du point de vente et ce qu'on appelle des jeux de stationnement, parce qu'Amigo, c'est un jeu dans lequel on y joue en prenant son café, en restant effectivement dans le point de vente, puisqu'on a un écran qui affiche les résultats de ces tirages en direct. Donc c'est un jeu qui n'a pas du tout été conçu. Peut-être qu'un jour on le fera d'une autre manière, même peut-être dans pas si longtemps, mais il n'a pas du tout été conçu pour être digital et pour se détacher. C'est plutôt vraiment un jeu encore une fois, de stationnement dans le point de vente. Donc lui, on l'a carrément arrêté. Jeu convivial aussi. Donc il peut être convivial de ce point de vue-là. On l'a carrément arrêté pendant le premier confinement, puisqu'on a considéré qu'il était totalement incompatible avec les consignes sanitaires. Et pendant la deuxième partie de l'année, comme de toute façon la partie bar de nos points de vente, même si nos points de vente sont ouverts, la partie bar est fermée. Il va être réinventé Amigo, avec l'idée qu'on pourra regarder sur son smartphone. On va essayer, bien sûr, oui. Nous, on pense... un secret, là. C'est pas... Non, mais je pense que c'est une idée qui vient assez naturellement. Après, il faut voir comment est-ce que ça s'adapte à ce type de jeu, qui, encore une fois, n'a pas été conçu pour ça. Mais ça fait partie, évidemment, des choses sur lesquelles on réfléchit et on va innover. Bon, et donc les jeux qui ont surfé sur la crise, évidemment, ce sont les jeux de tirage en ligne, enfin tout ce qui est en ligne. Après, on en parlera après, mais voilà, c'est ça. Bien sûr, voilà. Aussi, donc les jeux de tirage, alors les jeux de tirage en ligne sont très naturels pour les jeux en ligne. Ils permettent à nos joueurs de découvrir que c'est facile de jouer en ligne et qu'il n'y a pas d'ailleurs que des jeux de tirage sur notre site en ligne. Donc il y a d'autres jeux dits instantanés qui sont plutôt l'équivalent des jeux de grattage, mais en ligne, et sur lesquels effectivement on a eu aussi des belles progressions cette année. Alors je n'y perds pas dans les chiffres, mais les mises sur Internet pour les jeux de loterie ont dépassé le milliard, c'est ça? Oui. Elle représente 9%. 1 milliard sur 17 milliards, c'est ça? Alors, c'est 1 milliard sur 10. Alors, ça, pour ce qui est la loterie, représente 80% de notre activité. Ouais. Donc, c'est 1 milliard sur ces 80%, ça fait 9% de nos mises loterie. Ouais. Et au total, nos mises digitales représentent 10% de nos mises qui font effectivement cette année donc près de 17 milliards. Voilà. Bon. Et donc, quand on grossit sur Internet comme ça, on attire des nouveaux. C'est un transfert de joueurs. Ce sont des nouveaux joueurs. Ils sont peut-être plus jeunes, et c'est ce que vous cherchez, j'imagine aussi. Alors, on a à la fois donc des gens qui, pendant la crise, ne voulaient pas aller dans leur point de vente ou considéraient que c'était compliqué, et qui donc effectivement ont été joués et qui sont souvent devenus des joueurs omnicanaux, c'est-à-dire qui jouent sur les deux canaux. Ça vous arrange qu'un joueur qui joue en digital, il est plus rentable pour vous qu'un joueur qui joue en physique? Alors, un joueur qui joue sur la loterie en digital, il est plus rentable. Ah. Il est plus rentable. Donc, quelque part, cette migration vous arrange? Oui, mais en fait, nous, on ne favorise pas la migration parce qu'en fait, on a un très très beau réseau de points de vente. On a 90% de notre activité dans ce réseau. Notre réseau, il permet d'ailleurs, il est favorable au fait que nos joueurs consomment plusieurs types de jeux de la Française des Jeux à côté d'autres services. Et tout ça, pour l'instant, on n'a pas forcément exactement l'équivalent sur le digital. Donc nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est donner le choix à nos joueurs, qui soient capables, effectivement, qui puissent aller jouer dans leur point de vente quand ils ont envie, et qui puissent aussi trouver le service de notre site en ligne. Mais pour nous, on n'est pas des apôtres de la migration forcenée, parce qu'on pense qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qu'on va perdre, tout simplement parce que ça ne correspond pas à leurs habitudes. Et en revanche, ce qui est effectivement très intéressant sur Digest, c'est qu'on va recruter des gens qui probablement n'ont pas l'habitude d'aller dans nos points de vente ou qui considèrent que le digital, c'est leur mode de consommation de plus en plus normal de toute une série de services et de produits. Le développement viendra. Et donc, je pense que ça va nous permettre de recruter effectivement des gens que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est très important pour nous d'avoir toujours beaucoup de joueurs. On a un très grand vivier client, puisqu'on considère que cette année, on a eu 23 millions de gens qui ont joué au jeu de la Française des Jeux. Pour nous, c'est important toujours de continuer. Dans combien pour la première fois? Alors, ça je peux pas vous dire, parce que, disons qu'on considère qu'en ligne, sur la loterie, on a eu 1 million de joueurs qui n'avaient jamais joué en ligne.
qui n'avaient jamais joué en ligne. Voilà. Donc, est-ce que c'est uniquement des nouveaux ou est-ce que c'est... Enfin, voilà, c'est plus difficile de savoir comment ça se répartit. Et puis, on est encore un petit peu qu'au début de cette transformation. Mais effectivement, le joueur en ligne est un petit peu plus jeune. Et donc, pour nous, c'est à la fois une manière de fidéliser nos joueurs habituels en leur offrant plus de possibilités et aussi d'aller recruter des nouveaux joueurs. Et c'est très important pour notre futur. Et à terme, les mises digitales, ça pourrait peser combien de l'ensemble? Alors, on n'a pas donné d'objectif, donc je ne vais pas le révéler aujourd'hui. Je sais que ça serait un beau scoop pour votre émission. Donc, on voit bien que quand on est sur une tendance qui est probablement entre 20 et 30% par an d'accroissement. Combien sur 2020? Donc sur 2020, on a fait 40%, 60% sur la loterie, 40% sur le totalité de l'entreprise d'accroissement du digital. Mais si vous faites du 20 ou 30% par an maintenant, si on fait de 20 ou 30%, vous êtes contente, satisfaite? On est très satisfait. Si on le fait dans la durée sur les prochaines années, on est très satisfait. Ça représente une très belle croissance et qui est tout à fait compatible avec le modèle qu'on a d'être sur un réseau. Et croissance plus rentable. Il faut le dire. Et croissance plus rentable, c'est clair. Ça, nos investisseurs l'ont parfaitement compris, mais je crois qu'ils ont aussi bien compris l'importance du réseau pour nous. Ouais. Après, juste, on parle des résultats. En plus, on fait des tas de choses dans le réseau qui vont encore développer son intérêt. On en parlera aussi. Ouais. Pensez à quoi d'ailleurs? Vous pensez à quoi là? On développe de nouveaux services dans notre réseau. Donc, le plus connu aujourd'hui, c'est l'appel d'offres qu'on a gagné avec la Confédération des buralistes auprès de la DGFiP, qui est la direction générale des finances publiques. Des finances publiques, bien connue, la direction des impôts, dont on parle de temps en temps, et qui donc a lancé un appel d'offres pour qu'on puisse payer ses impôts et d'autres factures de petits montants dans notre réseau. Et nous avons gagné cet appel d'offres, nous avons déployé ce service en 2020. Il y a 9 000... Qu'est-ce que ça vous apporte ça? Alors, ça nous apporte deux choses. Ça nous apporte du trafic. Le trafic, c'est fondamental. Dans le physique comme dans le digital, le trafic, c'est fondamental. Donc on peut payer ses impôts chez son buraliste. Ça nous apporte un service de plus. Donc nous, en fait, ce que nous sommes, nous sommes donc vous gagnez un produit... Rien, vous gagnez, j'ai envie de dire, c'est... Aujourd'hui, c'est pas principalement un sujet financier par rapport aux chiffres qu'on fait. C'est surtout un élément de trafic et multiservice. Nous, c'est un pari que vous prenez. Ce qu'on aime aujourd'hui, c'est un pari qui est aujourd'hui déjà gagnant, mais c'est un pari qui est déjà gagnant et dont on pense qu'effectivement, il peut se développer dans les prochaines années et c'est ce qu'on va continuer à faire avec nos amis de la Confédération, parce qu'on pense que ça correspond aux services de proximité à la fois qui sont manifestement bons pour les Français, qui ont pratiqué ce service durant cette année, et qui est aussi bon pour nos points de vente. Nous, on a besoin d'être dans un point de vente avec du trafic et qui est multiservice, multiproduit, parce qu'on ne représente jamais, on n'est pas une activité qui va être 100% de l'activité d'un point de vente. C'est pas notre vocation. On pourrait payer ses amendes aussi? On paye ses amendes aussi. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc les impôts, les amendes et des factures. Donc tout ça, ça passe. C'est un service qu'on a développé sur notre terminal de jeu, qui est le terminal dans lequel on contrôle, on enregistre les prises de jeu et qui en fait, du coup, aussi aujourd'hui, est un terminal qui permet aux buralistes de proposer ce service. Mais quand on dit payer les factures, on peut payer sa facture d'électricité? Alors pas encore, mais peut-être bientôt. Ah, donc l'objectif c'est toujours plus de trafic, toujours plus de services. Exactement, parce que c'est l'intérêt. Alors c'est l'intérêt évidemment des points de vente. Ils sont de plus en plus des points de vente multiservices, multiproduits. C'est ça qui est leur modèle économique. C'est pas de dépendre d'une seule activité, parce qu'on peut avoir, j'allais dire des cycles différents et des évolutions différentes. C'est vraiment d'être un lieu dans lequel les clients trouvent beaucoup de services, beaucoup de produits différents. Et c'est comme ça que ces points de vente aussi sont rentables et stables dans la durée avec nous. Mais donc nous, on a intérêt à offrir plus de services et c'est ce qu'on va faire. Quand est-ce qu'on pourra voir ça dans les comptes, matérialiser, mesurer l'apport justement en termes de trafic qui peut générer ou pas d'ailleurs des ventes de tickets? Non, mais on le verra pour l'instant. Je veux dire, c'est pas matériel par rapport aux activités cœur qui sont la loterie et le pari sportif, sur lequel on en parlait. On est sur des milliards de mises. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment au début, mais je pense qui est par contre très stratégique dans notre approche de cette activité dans le réseau et de ce rôle qu'on a de manière générale sur les territoires.
Alors, il y a une question qui interpelle, qui interroge quand on voit vos résultats. On se dit, mais comment ils s'y sont pris à la Française des Jeux pour afficher un profit en hausse de 6% en 2020, 214 millions d'euros. 214, c'est le montant de l'euro-million de ce soir, non? 210. Mais rien à voir, évidemment. Rien à voir. Rien à voir, sinon ça se saurait. Alors que le chiffre d'affaires, allez, on est sérieux, a baissé d'autant quasiment l'an dernier de 6%, donc 1,9 milliard d'euros. Là, on se dit, situation qui est assez édifiante, surprenante pour certains. C'est quoi le secret? Quand on gratte un peu, c'est quoi? C'est un plan d'économie voté en urgence de 80 millions d'euros qui a aidé? C'est l'explosion des jeux en ligne? C'est tout ça? On a envie de comprendre. Alors, c'est d'abord effectivement... Chiffre d'affaires qui baisse, profit qui monte. Alors, il faut quand même se rappeler comment ça a été il y a un an, quand le premier confinement a commencé. On a vu quand même tous l'activité s'effondrer, nous comme les autres. Donc là, on s'est dit, il faut absolument protéger l'entreprise, protéger ses résultats et peut-être protéger aussi ses actionnaires d'une tendance quand même très drastique à la baisse des résultats. Et donc, on a effectivement mis en œuvre ce plan d'économie, 80 millions d'euros, un plan d'économie sans précédent, qui a été, alors je dis, tout sauf les salariés. Donc, nous avons gardé tous nos salariés, pas de réduction d'effectifs. On n'a pas demandé... Vous avez acheté moins de gomme, vous avez fait quoi? Alors, on a dépensé moins d'argent pour faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire lancer des jeux, faire des campagnes, avoir de nouveaux jeux qui arrivent dans nos points de vente avec une nouvelle PLV, etc. Donc, on a réduit tout ce qu'on pouvait réduire et qui, de toute façon, j'allais dire, n'était pas très intéressant d'aller dépenser en situation de crise. Donc, on a fait un pari consistant effectivement à faire beaucoup d'économies pendant le premier semestre. Bon, et d'une certaine manière, ça a été, j'allais dire, assez cohérent avec ce qui s'est passé en termes d'activité. Et ça nous a permis deux choses. L'une, c'est effectivement d'avoir aussi une capacité de réinvestir dans l'activité au second semestre, puisqu'au second semestre, on avait des meilleures conditions pour repartir. Ça nous a permis également, effectivement, de protéger notre rentabilité et notre résultat. Et effectivement, en même temps, le développement du en ligne, ça nous a clairement donné un mix qui a été plus favorable en termes de rentabilité, puisque la loterie en ligne, elle est relutive en termes d'EBITDA. Donc c'est la combinaison de tout ça. Donc, mais quand même, si on n'avait pas une très bonne activité au second semestre, donc 20% sur les paris sportifs au second semestre, donc on est vraiment reparti sur une dynamique très favorable, et une loterie qui, grâce notamment au grand jeu de tirage et au digital, a été finalement presque stable si effectivement on sort des jeux qui ont été très très pénalisés. Donc tout ça, ça nous a permis, avec le plan d'économie, d'avoir un EBITDA qui est en comparable et même légèrement supérieur à l'EBITDA de l'année dernière. C'était pas donné au départ, ça je vous le confirme. Et on était aussi, je dois dire, très très contents de pouvoir afficher effectivement un net de 214 millions et donc de dire à nos actionnaires, voilà, 80% de distribution, 90 centimes de dividendes proposés la prochaine AG. Donc dire, voilà, on a tenu, et je pense que c'était un peu la promesse française des Jeux au moment de l'IPO, sauf que, évidemment, personne n'imaginait qu'on allait être confronté à ce type de crise, et je pense qu'on a bien tenu notre promesse sur cette année. Mais c'était quand même une année assez intense. Ouais. Pour les actionnaires de la Française des Jeux de la première heure, c'est un peu le jackpot quand même pour eux. L'action a plus que doublé depuis l'intro. C'est au-delà de vos espérances, notamment après la crise qu'on a eue et son impact. Vous savez, moi, je ne fais pas de paris sur le cours de bourse parce que je pense que c'est très compliqué. Le pari qu'on avait fait, c'est que encore une fois, c'était une valeur défensive. On n'avait pas imaginé que le cours aurait doublé en un an et quelques, franchement. Non, mais bien sûr que non, Mais je pense que personne ne l'imaginait, d'ailleurs, quand on relit les notes de l'époque. En revanche, dire qu'on était une valeur qui était résistante au cycle, une entreprise qui avait quand même une grande solidité financière et qui était donc capable dans le temps de distribuer. Et ça a été évidemment, démontré pendant la crise grâce à notre action, et deux, ça a été évidemment hyper bien valorisé dans un environnement où il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont, pour le coup, une problématique de visibilité de long terme. Donc du coup, je pense qu'on a bénéficié aussi d'un effet
d'un effet de comparaison relative qui a été évidemment favorable à la Française des Jeux. Aux actionnaires qui nous regardent, qui Tant mieux ont pour les actionnaires. quasiment doublé leur mise, un peu moins de 500 000 avec l'action Française des Jeux, et qui se disent, ma foi, doublé en un peu plus d'un an et quelques, j'ai envie de prendre mes gains, j'aurais envie de vendre mon titre, vous leur conseillez quoi, vous? Alors, moi, je ne suis pas là pour faire du conseil aux actionnaires. Qu'est-ce que vous leur diriez? Sans les conseiller. D'abord, je pense que tous ceux qui, évidemment, ont acheté au moment de l'introduction en bourse ont envie de bénéficier de l'action gratuite. Ah, j'étais sûr qui arrive en mai. Une action offerte pour... Une action pour 10. Une action pour 10 qui sera donc disponible au mois de mai pour tous ceux qui ont gardé leurs actions de l'origine. Ça, c'est un ticket gagnant, ça. C'est un très bon ticket gagnant, et donc celui-là, franchement, il faut pas s'en priver. Pourquoi ce besoin de chouchouter les actionnaires? Vous l'avez fait aussi pour justement qu'ils restent. Pour ceux qui sont tentés, je me suis posé la question, ceux qui sont tentés de sortir parce qu'ils ont plus que doublé encore une fois en un an sur la... Alors ça, c'était la promesse initiale. En fait, c'est le ministre de l'économie, c'est Monsieur Le Maire, c'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire. Ça a été annoncé au tout début. C'est Bruno Le Maire qui, au moment de cette opération... non, parce que c'est lui qui va y donner les actions. Donc, c'est les actions de l'État, en fait, en l'occurrence. Donc, l'État qui a souhaité faire cette opération, et à travers cette opération, encourager les actionnaires individuels, et ça a été, comme on le sait, un grand succès, puisqu'on a eu quasiment 500 000 ordres individuels. Donc, l'État a promis... 450 000 aujourd'hui actionnaires individuels. Et 450 000 aujourd'hui actionnaires individuels, donc qu'on est très content d'avoir avec nous, et qu'on espère avoir avec nous dans le temps. Donc, l'État leur a effectivement donné une décote sur le prix d'introduction, et surtout cette action gratuite qui est clairement une incitation à la fidélisation. Mais la fidélisation, donc ceux qui ont envie de vendre aujourd'hui... Bon, franchement, c'est dommage. Bon, c'est un peu dommage. Et puis, moi, je pense qu'encore une fois, les gens qui sont venus avec nous, ils sont venus sur une promesse qui est une promesse d'un placement de moyen terme avec un dividende assez certain, à bon niveau. L'action fera plus 100% par an, vous le savez bien. Hein. Oui, mais ou alors c'est Tesla. Mais ils sont pas venus pour ça. Ils sont pas venus en confondant la Française des Jeux et Tesla. Ça, effectivement, je pense qu'on peut le dire. Donc, en revanche, ils sont venus en se disant, de toute façon, c'est une action qui, dans le temps, est bien rémunérée et est une bonne valeur de fonds de portefeuille, comme on dit. 3% pardon, oui, c'est ça, de voilà, rendement. donc une bonne valeur défensive. Et en plus, si on a une bonne croissance de l'action, c'est un bonus, si je puis dire, et tant mieux. Ouais. Mais la promesse de fonds, c'est quand même une entreprise qui a une capacité de verser dans le temps un rendement attractif. Ouais. Ça reste vrai. 3% de rendement, c'est ça, on a aujourd'hui là-dessus. À ceux qui disent, ouais, mais aujourd'hui, l'action Française des Jeux, Stéphane Pallez, elle est chère, le PER, donc la capitalisation, encore une fois, le ratio cours sur bénéfice, est de 28,29 pour 2021, même si les fondamentaux sont bons, même s'il y a 1 milliard d'euros de trésorerie qu'on n'a pas dit, etc., etc. C'est pas un peu cher par rapport dans l'absolu, même par rapport à vos pairs? Écoutez, par rapport à nos pairs, alors ça dépend à quoi on se compare, mais on a aujourd'hui dans le monde des jeux, là aussi il y a de grandes différences évidemment. Dans le monde des jeux et des entreprises cotées des jeux, on a des gens qui sont aussi très très bien valorisés, surtout, il faut dire, dans le domaine des paris en ligne. Hein. C'est vraiment, si on regarde nos comparables là-dessus, donc on n'est pas de ce point de vue-là aberrant, puisque clairement les gens nous voient comme une entreprise qui a à la fois le côté résilient et solide des jeux de loterie. Et on a vu que dans les circonstances de cette année, c'est ça marche très très bien. Et aussi des capacités de croissance en ligne, et notamment dans les paris sportifs. En ligne, c'est 10% aujourd'hui, on a dit, c'est 10% du business. Hein. C'est 10% du business. Ouais. Voilà. Et donc on voit qu'on a un peu ces deux facteurs qui jouent à la fois pour assurer une bonne stabilité. Donc un PER de 28,29, c'est pas cher. Enfin, s'il y a des gens qui l'achètent, ça veut dire que, vous savez, moi je crois que je ne dis pas que le marché a toujours raison, mais en l'occurrence, il fait le prix. Donc, l'adage, c'est le marché n'a pas tous les jours raison, mais n'a pas toujours raison, mais il a tous les jours raison. Il a tous les jours raison. Voilà. Même s'il n'a pas toujours raison. Donc la Française des Jeux, Stéphane Pallez, c'est assurément, aujourd'hui où on se parle et depuis l'introduction, une belle histoire boursière qui n'est pas terminée. C'est votre conviction? Vous allez me dire que oui. Qui n'est pas terminé, parce que sinon, voilà, je ne serais pas là pour en parler. Donc, on est au début de notre histoire boursière. Hein. Quand beaucoup de choses se sont passées en un an, la vérité, c'est que nous ne sommes cotés que depuis fin novembre 2019, donc on est encore au début de cette histoire. Donc, grâce notamment à la trésorerie dont vous parliez, on est une entreprise qu'on est peu endettée. Pour faire quoi justement. Moi, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire un move. Vous regardez ou pas les dossiers? On regarde les dossiers, bien sûr. On regarde attentivement.
On regarde les dossiers. Qui pourra aboutir en 2021 ? Après, c'est un secteur dans lequel il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités parce qu'il y a une partie qui est en monopole. Donc là, forcément, il n'y a pas de croissance externe. Et le reste, c'est coté, mais très cher. Et le reste, c'est coté, donc on n'a pas envie d'acheter trop cher. Ouais. Donc voilà, donc il faut être à la fois très vigilant, mais il ne faut pas se précipiter sur n'importe quoi. Mais je considère que ça fait partie des opportunités de l'entreprise, bien sûr. Bon. Et il pourrait y avoir des moves sur 2021 ? Peut-être. Tout est open. Bon. Avant de se quitter, juste, la privatisation de la Française des Jeux, réussit, succès évidemment. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à redonner le goût de la bourse aux Français ? Est-ce que c'est... vous en pensez quoi ? Alors moi, je pense que ça a contribué à redonner le goût de la bourse aux Français. Je pense que ça ne l'a pas fait tout seul. Donc je pense que c'est intervenu dans un contexte qui, par ailleurs, où les taux d'intérêt sont bas, où on a eu des évolutions, notamment sur la fiscalité des actions, qui rendent le placement en bourse plus attractif. Mais clairement, je pense qu'on a été peut-être un catalyseur, on peut dire, d'une tendance et qui en plus a continué en 2020. Donc moi, je suis très fière d'avoir 450 000 actionnaires individuels. On en a en fait à peu près autant qu'Air Liquide. Donc c'est quand même assez étonnant de ce point de vue-là. Et je pense que ça montre, c'est une entreprise qui parle, ça montre c'est une entreprise qui a effectivement parle bien aux Français, qui a bien su lui parler, qui a montré qu'en plus ils avaient raison de rester là, comme on disait tout à l'heure. Donc ce qu'on a vu en 2020, c'est pas uniquement la Française des Jeux, mais on a vu que les actionnaires individuels avaient effectivement retrouvé pour certains le goût du placement en bourse, que c'était, si c'était évidemment bien géré dans la durée, que c'était un placement parmi d'autres qui est tout à fait approprié. Et donc, moi, je pense que ça fait partie, on fait partie des entreprises qui favorisent cette tendance. Et je trouve ça bien. À l'heure où les taux d'intérêt sont ce qu'ils sont, je pense que c'est bien que les Français diversifient leurs placements. Jamais mettre tout dans le même panier. Ah oui, selon l'adage populaire. Voilà. Avant de se quitter, on m'en voudrait de ne pas vous poser la question sur la question de l'addiction, évidemment, parce que qu'est-ce qui est fait, encore une fois, pour éviter que certains mettent tout leur pécule et qu'on voit des mamies mettre tout leur argent, toute leur pension dans... Alors, on est... Qu'est-ce qui est fait ? Quels sont les garde-fous ? Quelle est la politique pour ne pas pousser à la consommation ou pour être vigilant de ce point de vue-là ? Alors, on est l'entreprise qui dépense le plus d'argent sur ce sujet. Et c'est normal. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Alors, non, je vais pas vous donner un chiffre parce qu'en fait, non, mais au sens où ça passe par l'ensemble des activités d'entreprise. Parce que déjà, dans notre réseau, nous formons nos détaillants sur le jeu responsable. Ça peut vous paraître étonnant. N'est-ce pas un oxymore, un jeu responsable ? Non. Parce que de toute façon, ce que nos détaillants ont compris, c'est que de toute façon, c'est une activité, si elle n'est pas exercée d'une manière modérée, eh bien, un jour ou l'autre, ça se finit mal. Voilà. Et que tout le monde pour le coup, est perdant. C'est l'intérêt de personne. Donc, on les forme énormément en ligne. On est l'entreprise qui surveille le plus le comportement de ses joueurs, qui demande à ses joueurs de déterminer des montants maximaux de mise quand ils veulent jouer, qui leur envoie des alertes pour leur dire vous avez franchi tel palier, qui observe le comportement, c'est ce qu'on a fait. Donc nous, on est noté sur ce sujet. On est en contact avec l'ensemble des parties prenantes qui sont investies sur ces sujets, en particulier tous les addictologues sur ces sujets, avec qui on a un dialogue extrêmement précis sur ce qu'on fait et qui nous disent ce qu'ils en pensent. Donc on est vraiment, ça fait partie de notre quotidien et c'est une activité qui ne peut pas exister si on n'est pas investi comme ça. Voilà. Et on le met aussi dans nos publicités, comme vous avez vu, ou dans nos campagnes. Il n'a pas d'addiction, Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux ? En tout cas, pas au jeu. Pas au jeu. Moi, je suis juste addict à l'entreprise, à l'action et au fait d'arriver... Et aux bonnes actions. Hein. Et aux bonnes actions, c'est vrai, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Stéphane Pallez, Merci. PDG donc, de la Française des Jeux, la FDJ, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.